Les controverses littéraires scientifiques, 2e épisode. La méthode de Zadig. À quoi bon étudier la littérature du passé quand on se destine à devenir ingénieur ou scientifique? Cette question, tout étudiant en classe préparatoire scientifique pourrait la poser encore de nos jours. Mais elle est pourtant loin d'être neuve. Et la preuve, c'est qu'en 1880 déjà, elle fit l'objet d'une controverse opposant le critique littéraire Matthew Arnold et le naturaliste Thomas Huxley, parfois surnommé le bulldog de Darwin, pour son engagement en faveur des théories de l'évolution. Thomas Huxley, soit dit en passant, à ne pas confondre avec son petit-fils Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Le 1er octobre 1880, Thomas Huxley est chargé de prononcer un discours pour l'inauguration du Josiah Mason's College, une nouvelle université à Birmingham. Fait inédit à l'époque, ces cursus excluaient l'étude des lettres classiques, alors pourtant dominantes, au profit d'études strictement scientifiques. Dans son discours intitulé « Science et culture », Thomas Huxley justifie doublement cette mise à l'écart des humanités. D'une part, Huxley affirme « Pour ceux qui entendent faire de la science leur principale occupation, une éducation classique est une erreur. » Ou pour le redire autrement, l'étude des lettres anciennes n'aidera pas les futurs ingénieurs à mieux comprendre les mécanismes du monde. Mais le second argument d'Huxley va plus loin, car à ce stade, on aurait pu lui répliquer « Certes, la littérature n'aide pas les savants à découvrir les lois de l'univers, mais peut-être qu'elle peut les rendre plus cultivés et plus humanistes. » Or, à cela, Huxley répond que la science fait partie de la culture, exactement au même titre que l'art et la littérature, si bien que des études strictement scientifiques suffisent à se forger ce qu'il appelle une théorie complète de la vie, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, à être cultivé. C'est sur ce dernier point, qu'est-ce qu'être cultivé, qu'Huxley cite de façon très polémique un célèbre critique de l'époque, Matthew Arnold. Outre une certaine ressemblance capillaire, la mode était aux rouflaquettes, les deux hommes se connaissaient très bien, puisqu'ils entretenaient même une correspondance amicale. Se voyant ainsi pris publiquement à partie, Arnold commence par répondre à Huxley en privé, puis réplique lors d'une conférence intitulée « Littérature et science » prononcée à Cambridge en 1882. Alors qu'Huxley avait, comme le dit Arnold, entamé l'oraison funèbre des études littéraires, le critique déploie une argumentation subtile pour montrer que les études littéraires ne sont nullement condamnées à être remplacées par des cursus scientifiques. Au contraire. À ses yeux, plus les sciences prendront de l'importance dans la société, plus la littérature aura un rôle à jouer, car elle seule est capable de répondre aux questions existentielles et éthiques que soulèvent les progrès technologiques. Ainsi, même si Homère avait sans aucun doute une conception grotesque des lois physiques de l'univers, la lecture de l'Iliade nous aide encore aujourd'hui à comprendre ce qu'il est souhaitable de faire ou non avec la science. Cette controverse entre Arnold et Huxley reste très actuelle par les questions qu'elle pose. La science fait-elle partie de la culture? La littérature a-t-elle le pouvoir de prévenir les dérives technologiques? Cependant, son intérêt vient aussi d'une étrange contradiction. Car Thomas Huxley, qui défend ici l'inutilité des études de lettres pour les scientifiques, venait pourtant de publier la même année, en 1880, un essai intitulé « La méthode de Zadig », dans lequel il partait du conte philosophique de Voltaire pour décrire la méthode scientifique des paléontologues. De quoi s'agit-il exactement? De ceci. Dans le 3e chapitre de Zadig, paru en 1748, Voltaire reprenait un motif de conte perse, les 3 frères ingénieux, en recentrant l'intrigue sur un seul personnage. Alors que des officiers cherchent à retrouver 2 animaux en fuite, le chien de la reine et le cheval du roi de Babylone, leur route croise celle de Zadig. Ce dernier décrit en détail le chien et le cheval, puis, contre toute attente, déclare aux officiers qu'il n'a croisé aucun des 2 animaux. Amené à comparaître devant le roi, Zadig explique qu'il a reconstitué l'apparence des animaux en interprétant les traces laissées au sol. Ce chapitre a connu une postérité étonnante. Certains y ont vu l'apparition du roman policier Zadig devenant le premier détective de l'histoire littéraire.
Plusieurs historiens et préhistoriens comme Carlo Ginzburg ou Claudine Cohen s'en sont réclamés. Enfin, Sylvie Catlin a montré que ce texte avait joué un rôle dans l'invention du concept de sérendipité, le fait de découvrir ce qu'on ne cherchait pas, soit par hasard, soit par sagacité. Avant Voltaire, le conte perse original avait en effet été traduit par le chevalier de Mailly sous le titre « Voyage et aventure des trois princes de Sérendip », et on a pu ensuite proposer le mot zadicité pour remplacer celui de sérendipité. Cependant, Thomas Huxley utilise la référence à Voltaire d'une façon un peu différente. Prenant la suite de l'anatomiste Georges Cuvier, qui s'était comparé au personnage de Voltaire, Huxley montre que la méthode de Zadig ressemble à celle des paléontologues qui, eux aussi, reconstituent des animaux à partir d'ossements ou de traces. Surtout, la figure des mages qui suggère de brûler Zadig dans le conte de Voltaire permet à Huxley d'attaquer de manière voilée les milieux religieux qui s'opposaient encore en 1880 à la théorie de l'évolution. La dernière phrase renvoie ainsi les mages à une espèce disparue au cours de la lutte pour l'existence, le struggle for life darwinien, laissant ainsi le champ libre à la science. On le voit, une bonne connaissance de la littérature passée et une plume bien acérée ne sont pas toujours inutiles aux scientifiques. Huxley n'avait pas besoin de Matthew Arnold. Son œuvre démontre toute seule l'intérêt d'une alliance des lettres et de la science.